Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des risques électriques. Alors, c'est un vaste sujet, il y a beaucoup de choses à dire, ça c'est sûr. Je ne vais pas aborder tous les points, je vais aborder les principaux. D'une manière générale, tout le monde connaît plus ou moins les dangers électriques. On sait par exemple qu'il ne faut pas mettre ses doigts dans la prise, qu'il ne faut pas rentrer des objets métalliques dans les prises et d'y mettre ses doigts. Donc voilà, c'est un minimum. On sait aussi qu'il ne faut pas mettre des multiprises en cascade, et j'en passe, et des meilleurs. Donc tout ça, bien sûr, c'est vrai, hein, voilà, je ne vais pas contredire ça. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de parler de quelque chose d'un petit peu plus spécifique par rapport à notre activité, qui est l'activité de la TSF, par exemple, et du dépannage. J'ai mis quelques points en avant. Donc les dangers principaux de l'électricité. Donc il y en a 4. 4 principaux qui sont le risque, les dangers thermiques, mécaniques, chimiques, les rayonnements, et on peut même rajouter les dangers liés à l'énergie. On va essayer de détailler un petit peu tout ça. Alors, un petit barème vite fait qui donne les seuils de dangerosité d'un courant électrique. Alors un courant électrique, déjà premièrement, avant de détailler ces fameux seuils de dangerosité, les courants électriques, il faut savoir qu'il y en a 2. Il y a le courant alternatif, celui qui est dans la prise de 120 volts, et le courant continu, celui qui est dans les piles. Et comme ça, petite information, ceci est une fausse pile. C'est une fausse pile, oui, tout à fait, qui était sur les présentoirs Vondair de l'époque, dans un magasin de TSF. Il y avait un présentoir de piles, hein, comme ça, et celle-ci en faisait partie. Dedans, c'est un bout de bois en fait. Hein. J'en ai 2, j'en ai une qui est en parfait état. Ouais, si, c'est bien un bout de bois qu'il y a dedans. Et il y en a une où on voit bien le dessus qui est arraché, c'est un bout de bois. Voilà, celle-là, elle est en parfait état. Voilà, et c'est ce type de pile-là. Spécial transistor, hein. Vous avez vu la classe un peu? Voilà. Bon, fin du bonus. C'est le bonus, je vous l'ai mis maintenant. Donc, le courant électrique qui est dans les piles et batteries, c'est du courant continu. Pourquoi l'alternative? Pourquoi le continu? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très simple, le courant alternatif, eh bien, il va changer de sens plusieurs fois en une seconde. Le courant continu, lui, il change jamais de sens. Il va d'une borne à l'autre. Par définition, et vous allez voir que ce qu'on trouve dans les livres, c'est pas toujours exact. Normalement, on nous apprend que le courant électrique va de la borne plus à la borne moins. Voilà. Et en réalité, parce que le gars qui a déterminé ça, et comme tout le monde, il est humain, il s'est trompé, voilà. Donc, en réalité, le courant va du moins vers le plus. Voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est pas grave. Hein. Donc, il faut quand même savoir que, alors normalement avec ça, celle-là, surtout celle-là, parce que
Elle date, hein, il n'y a plus du tout de tension dedans. D'ailleurs, on la mesurera, tiens, tout à l'heure. Ça, on peut toucher, normalement, il n'y a pas de souci, hein. On peut mettre les doigts dessus, il n'y a pas forcément de dangerosité. Par contre, là où il peut y avoir une dangerosité, c'est si on fait un court-circuit entre... Alors, imaginons que vous avez un circuit, hein, qui est monté avec, je sais pas moi, un poste à transistor, par exemple, tiens, pourquoi pas, et qu'on s'amuse à toucher les deux trucs, les deux bornes, on fait un court-circuit avec un objet métallique, tiens, par exemple, un tournevis. Voilà, donc si on met en court-circuit comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le courant qui est... Bon, peu importe, hein, le sens, on s'en fout. Le courant qui est à l'intérieur va circuler, puisque le circuit il est fermé. Et il va circuler très très fort, très très vite. Il va y avoir réchauffement de la pile, et il y a un moment, elle risque même d'éclater. Alors, sur une pile de 4,5 volts comme celle-ci, ou jusqu'à même une pile de 9 volts, à la limite, on peut dire, bon, ça va chauffer quand même, hein, je vous le dis tout de suite, la température peut être quand même relativement chaude. Donc on peut risquer de se brûler, hein. Voilà, ça c'est un des risques dont je vous ai parlé tout à l'heure, là. Voilà. Le danger thermique et température élevée. Eh bien oui, parce que quand on fait un court-circuit, forcément, il y a échauffement du matériau, et risque d'incendie, de se brûler, et risque d'éclatement avec projection de matière. Voilà, donc sur une batterie comme celle-là, il y a peu de danger, je vous le dis tout de suite, bien que, on ne sait jamais. Mais par contre, imaginons qu'à la place de ça, j'ai une batterie de voiture, par exemple, une batterie 12 volts. C'est aussi du courant continu, c'est du 12 volts, c'est pas une tension très élevée. Mais il faut savoir qu'en plus de la tension, il y a l'intensité dans une batterie, prenons une batterie de voiture diesel entre 60 et 80 ampères, je peux vous garantir que si vous faites un court-circuit dessus, il y a des chances pour que la batterie, elle sorte toute seule du bloc moteur, hein. C'est relativement dangereux. C'est relativement dangereux, hein. Faut faire gaffe à ce qu'on utilise. Alors, ce type de batterie, c'est vrai que nous, on nous apprenait qu'il n'y avait pas tellement de danger avec celle-là. C'est vrai. Encore que, faut se méfier quand même. Mais si vous prenez les batteries qui sont dans les téléphones, dans les tablettes, les choses comme ça, les batteries dites Li-ion, faites gaffe, jouez pas avec ça, parce que celles-là, elles sont dangereuses, vraiment. Elles sont vraiment dangereuses. J'ai vu des appareils radio équipés de ce type de batterie, et alors là, franchement, c'est des bombes en puissance, ces batteries. Lorsque tout va bien, il n'y a pas de souci, hein. Sur le fonctionnement normal de la batterie, il n'y a aucun problème. Mais si jamais, parce que c'est des batteries qui sont quand même relativement souples, qui sont pas tellement protégées physiquement, j'entends. Alors là, par contre, j'ai vu un tournevis passer au travers une fois d'une petite batterie de tablette. C'est très très fin, hein. C'est très très fin, c'est un peu plus long que la normale, certes. Le tournevis est passé à travers, et ben ça s'est mis à dégager une odeur, un gaz toxique relativement important, et la batterie commençait à gonfler, à s'échauffer, enfin bon, là dans ce cas-là, elle est passée par la fenêtre, hein, comme si c'était une vraie bombe. Non mais sérieusement, il faut quand même faire relativement attention avec ça, c'est pas... Voilà, c'est pas des jouets, hein. Il faut vraiment... donc même un montage avec une batterie, une pile, peut être dangereux par rapport à un transformateur. Voilà, il faut toujours rester prudent, même avec ça. Sans parler, en plus, du risque de détérioration du montage électrique qui peut être derrière, hein. Voilà. Donc... tension alternative, tension continue. Les seuils de dangerosité. Alors, on commence à sentir au niveau du toucher, parce que, bon, en imaginant que celle-ci, elle soit pleine, on met ses doigts dessus, comme ça, donc on ferme le circuit, en fait, hein. On sent rien, on ne sent pas le courant. Mais, il faut savoir que
Donc là, c'est une batterie de 4,5 volts. Et en termes de milliampères, il n'y a pas grand-chose. Hein. 4,5 volts, c'est marqué là. Ah oui, si, voilà, 4,5 volts. Et en termes d'intensité du courant, dedans, il n'y a pas grand-chose. C'est pas spécifié d'ailleurs. Hein. C'est pas spécifié. Et donc, une tension, on commence à la sentir, alors ça dépend des personnes évidemment, entre 0,5 mA et 1 mA. Donc c'est pas grand chose, 1 mA. C'est vraiment pas grand chose, un dixième d'ampère, mais voilà, c'est à partir de là qu'on commence à le sentir. Et quelle que soit la tension, que ce soit du 220 ou du 600 volts, eh ben c'est la même chose. Donc c'est quand même relativement faible. Normalement, on arrive en termes d'échelle de tension, on arrive à sentir une tension au-delà de 60 volts, c'est dangereux. Ça commence à être dangereux. 60 volts, que ce soit une tension continue ou alternative, c'est pareil. À 8 mA, donc on a un choc au toucher et forcément une réaction brutale. À 10 mA, pour une durée de 3 minutes, ouais, 10 mA, une durée de 3 minutes, il y a contraction des muscles avec crispation. Et, imaginons par exemple que ça, voilà, j'aurais pas un fil, allez, un fil. C'est pas le merdier qui manque sur ma table, je suis désolé, il faut absolument que je range, mais en ce moment je suis tellement débordé que même faire du ménage sur ma table, c'est pas évident. Bref, imaginons que ce fil il soit dénudé et que je le tienne dans la main parce que je veux le raccorder, je sais pas, sur un bornier par exemple, et je me rends pas compte, bon, dedans il y a 10 mA, hein, c'est pas énorme, donc on se dit, oh bah c'est pas dangereux, 10 mA, c'est rien, allons-y. Avec une tension de, allez, on va dire, je sais pas moi, 90 volts, tiens, bon. Eh bien, il faut savoir donc, comme c'est dit là dans le comment dire, dans le texte que je vous ai préparé là, donc 10 mA pour une durée de 3 minutes, il y a contraction des muscles. Ça veut dire quoi? Les muscles, notamment d'une main, des doigts, en fait, nous, alors on s'en rend pas compte, hein, mais en fait c'est une petite impulsion électrique qui va faire contracter les muscles, comme ça. Et en fait, quand on prend le courant, les muscles, ils ont tendance à se crisper. Et donc, 10 mA, au bout de 3 minutes, on commence à se crisper. Et imaginons, pour une raison ou pour une autre, que au-delà de ces 10 mA, si on prend du courant du 220 comme ça, eh bien, quand on touche un fil, déjà, on le prend, enfin, sous tension, hein, on ne le prend pas à pleine main. Et on le prend jamais à pleine main. Surtout s'il est dénudé, là, déjà, c'est quand même carrément idiot d'aller mettre ses mains dessus. Il faut faire attention. Et ensuite, alors moi j'en ai connu qui le faisaient, hein, dans les anciens, ça se faisait bien, pour voir s'il y avait le courant, ils mettaient le doigt dessus. Alors, évitez de le faire. Pas la peine d'en faire des tonnes, mais évitez de le faire. Mais ils touchaient comme ça. Parce que si jamais il y avait le courant et que le doigt il se mettait à se contracter, tac, il se contractait dans l'autre sens. Et pas comme ça. Bon, mais là, évitez quand même. Si vous n'êtes pas sûr, eh ben vous prenez un multimètre et vous testez, voir s'il y a du courant. Voilà. Les anciens, ils avaient un drôle de rapport avec l'électricité. Des fois, c'était assez folklore. De 20 à 20 milliampères pendant une durée de 60 secondes, donc une minute, il y a un début de tétanisation de la cage thoracique. C'est-à-dire que à 20 milliampères, la cage thoracique, donc tout le torse, commence à se contracter. Et à 30 milliampères, en 30 secondes, il y a le seuil de paralysie respiratoire. Donc on commence à avoir du mal à respirer. Et là, honnêtement, ça commence à craindre sévère.
À 40 milliampères, pour une durée inférieure à une seconde, c'est l'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. On ne peut plus respirer et les battements cardiaques, les battements du cœur, sont perturbés justement par le passage de cette électricité. Et je vous parle en connaissance de cause, moi qui ai des problèmes de cœur, pas des problèmes amoureux, hein, non, non, du tout, des problèmes cardiaques, voilà. Quand le cœur commence à déconner, c'est déjà douloureux, premièrement, et ensuite, honnêtement, ça sent pas bon. Je vous le dis tout de suite, franchement, là, ça pue. Et ça, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, avec une TSF, hein, donc c'est-à-dire un transformateur comme celui-là. Une fois, j'ai pris une châtaigne parce que je travaillais sous tension. Je les connais, les dangers, mais à la limite, au bout d'un moment, on y fait plus ou moins attention, et c'est là que ça devient dangereux. Et une fois, j'ai pris une châtaigne, bon, ben voilà, hein, ça fait jamais du bien. Les anciens disaient que ça faisait circuler le sang, mais il y a d'autres façons de faire circuler le sang qui sont moins douloureuses et moins dangereuses, hein. Donc, première châtaigne, aïe. Deuxième châtaigne, ouille. Là, j'ai commencé à sentir le cœur qui commençait à piquer un peu. Quand c'est comme ça, franchement, il vaut mieux arrêter, mais tout de suite, hein, mais vraiment. Hein. Même si on est sûr de soi, que voilà, machin, c'est bon, on a fait 2 fois la bêtise, on va pas le faire une troisième. Non, non, mais là, croyez-moi, il vaut mieux tout arrêter, faire une pause, et puis reprendre les choses plus tard, de façon un peu plus sécurisée, et voilà, quoi, parce que bon, faut quand même pas jouer avec sa vie, hein. Voilà, donc tout ça pour vous dire que il faut pas prendre à la légère tous ces fameux risques électriques, parce que ça peut aller loin, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à la mort, c'est sûr, mais ça peut aller aussi jusqu'à déclencher un incendie. Et quand il y a un incendie qui se déclenche, eh bien, ça peut aller très loin. Hein. C'est pas juste une petite flamme de quelques centimètres qui. Voilà, il peut y avoir enflammement des produits qui sont en proximité. Tiens, là, sur la table, là, j'ai une bombe de W40. Bon, ben, vous voyez, regardez le danger. Voilà, hein. Elle est à moins d'1 mètre, là. En imaginant que là, il y a un court-circuit qui se passe avec échauffement, début d'incendie, hop, la bombe, elle est à moins d'1 mètre, là, au bout d'un moment, elle va s'échauffer, elle va éclater, elle va prendre feu. Voilà, donc l'échauffement excessif des composants, des câbles, des connecteurs, ça peut arriver dans un fonctionnement normal. C'est dangereux, il faut y faire attention. Enfin, l'échauffement des câbles, déjà, dans une utilisation normale, ça commence à être pas bien bon, hein. Ça commence à être plus ou moins pas normal quand même, hein. Normalement, quand il y a échauffement du câble, c'est que la taille, la section du câble, elle n'est pas adaptée, hein. Alors bon, en cas de surcharge, oui, enfin, normalement, il ne doit pas y avoir de surcharge. Tout doit être bien calibré, la section des câbles, des connecteurs, tout ça, tout doit être bien calibré par rapport à la tension et à l'intensité qui vont les traverser. Donc une surcharge, elle doit être très brève alors, hein, en imaginant qu'il y a un problème, pouf, court-circuit, d'accord, mais il doit y avoir une protection, un fusible qui saute ou un truc comme ça. Voilà, les composants électroniques, alors oui, par contre, eux, ils chauffent, effectivement. Ils chauffent pour certains, ils arrivent à chauffer beaucoup. Faut faire gaffe. Voilà, un composant électronique, là, ça c'est un transistor. C'est un transistor, ce qu'on appelle un ballast. 2N3055. Tiens, je sais même pas s'il est bon, celui-là. Bon, bref, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un 3055. Donc un 2N3055, c'est un transistor qui est traversé par l'intensité, une intensité parfois assez importante, surtout quand il y en a plusieurs. Effectivement, ça chauffe. C'est pour ça qu'il est monté sur un dissipateur de chaleur.
Il faut faire gaffe, parce que même en mettant ses doigts dessus, en principe, il y a des moments, ça arrive à bien chauffer, hein. Voilà, donc la température, c'est pareil, hein. La température, quand on monte un transistor ballast comme ça, et qu'il est prévu pour débiter de la tension, on va calculer le, le refroidisseur par rapport à ce que lui il sort en chaleur, de façon à ce que le refroidisseur soit suffisamment grand pour dissiper la chaleur du transistor. Voilà, et si on utilise un montage à lampe, eh bien la lampe, par exemple, elle ne doit pas être dans un espace tout petit, bien fermé et tout. Il faut laisser un petit peu l'air circuler autour, parce qu'une lampe, ça chauffe parfois pas mal. Donc, d'ailleurs, on arrive à savoir un petit peu, quand un montage est défectueux, on peut dire ça, si une lampe elle chauffe trop fort, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que certes, une lampe ça doit chauffer, mais pas excessivement. Si on ne peut pas mettre mettre les mains dessus, c'est pas forcément un bon critère. Mais on fait une petite mesure, hein. Maintenant avec les thermomètres laser, ça va bien, hein. C'est relativement facile, on ne touche pas, c'est très sécuritaire. Si jamais la température, elle est vraiment excessive, hein, aux environs des 50, 60 degrés, là, il faut arrêter, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. À moins que ça soit une lampe à chef sur un émetteur, là, ça peut être différent. Mais bon, c'est à prendre en compte. Donc les dangers thermiques, on vient d'en parler. Les dangers mécaniques, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure avec les batteries. Une batterie où on va mettre un court-circuit, la batterie qui éclate, qui explose, et vous risquez d'en prendre plein la figure. Et quoi qu'il arrive, c'est à éviter. À moins d'être complètement barjot. Une lampe, ça peut éclater aussi. Un tube cathodique. Enfin bon, c'est vraiment... ça peut être assez dangereux quand même. Voilà, les dangers chimiques. Les dangers chimiques, là, comme je vous expliquais tout à l'heure avec la batterie Li-ion, si jamais vous faites un court-circuit sur la batterie, ça va se mettre à fumer, à dégager une odeur épouvantable. J'ai vu le cas aussi avec un condensateur chimique dans une TSF où le condensateur chimique, il était en court-circuit, et il y a un moment, l'intensité qu'il traversait était tellement importante que il n'a pas supporté, et il y a eu un nuage de fumée qui s'est dégagé au-dessus de l'établi, et c'était assez impressionnant, et ça sentait franchement mauvais. Donc à faire gaffe aussi, ce genre de choses, c'est pas top. D'ailleurs, un petit truc qui peut être pas mal, c'est à proximité de l'atelier, pour ceux qui en font assez régulièrement, d'avoir une petite ventilation qui vous fait circuler toutes ces vapeurs plus ou moins, même moins que plus d'ailleurs, enfin franchement pas bonne pour la santé, on va dire. C'est pas mal d'éjecter tous ces trucs. Donc voilà, les dangers liés à l'énergie. L'énergie emmagasinée, c'est sûr que si vous avez un condensateur qui est bien chargé, tout dépend du condensateur, hein, mais si vous avez un condensateur qui est assez important, assez gros, évitez d'aller mettre vos mains dedans, hein, notamment dans les télévisions par exemple, dans les télés, dans les alimentations aussi d'ailleurs, il y en a. Il vaut mieux éviter d'aller mettre ses mains dedans, hein, parce que vous allez vous prendre une châtaigne, ça vous rappellera à l'ordre, hein. Donc surtout si vous avez des problèmes cardiaques, faites extrêmement attention à ça. Voilà, et puis un des derniers dangers, c'est le rayonnement. Le rayonnement radioélectrique. Donc si vous travaillez sur un émetteur, faites attention, il peut y avoir danger. Sur une antenne aussi, il peut y avoir danger. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai un document qui peut être intéressant, qui donne la distance
à prévoir la distance de sécurité par rapport à une antenne de rayonnement. Ça se calcule, ça. Et le calcul, je l'ai. J'ai un PDF là-dessus. Éventuellement, envoyez-moi un mail et je vous ferai passer ce document. Il est très 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 intéressant. Ça marche sur des fréquences relativement élevées, ça peut être bien. Et ça remet un peu des pendules à l'heure par rapport à ceux qui ont mal à la tête quand ils voient une antenne. Eh bien, ça peut être intéressant parce que, justement, d'un point de vue strictement technique, il y a en fonction de la puissance utilisée et le lien de l'antenne, tout ça, enfin de la puissance rayonnée, on va dire, par l'antenne, il y a des distances qui sont dangereuses et d'autres où, justement, on craint absolument rien. Voilà, donc envoyez-moi un mail et je vous ferai passer le PDF en échange. Si ça vous intéresse, bien sûr. Si ça vous intéresse pas. Donc, lorsqu'on travaille sous tension, il faut faire extrêmement attention à ces outils. Il faut avoir des outils adaptés, surtout au début. Par exemple, imaginons que j'ai un domino sur un fil. Moi, perso, je vais utiliser ça. Bon, mais c'est pas bien. Il vaut mieux un tournevis qui soit isolé et qui doit être en bon état. Par exemple, voici un tournevis qui était censé être isolé. Vous voyez que là, voilà, l'isolation est complètement cassée. C'est pas bon. C'est pas bon. Encore que sur un tournevis, bon. Mais ça commence, voilà, ça c'est un tournevis qui commence à être pas bon, hein, parce que l'isolation, là, elle éclate. Celui-ci, déjà, ça va un peu mieux. Il est bien isolé. Alors, quand on peut utiliser des tournevis comme ça, par rapport à des tournevis comme ça, franchement, il faut le faire. On les a sous la main. Même si on a un peu l'habitude de travailler dans le domaine, et ça fait rien. On essaye de prendre ça quand même. Faut pas prendre des risques inconsidérés. Ça, par contre, c'est les tournevis, il vaut mieux éviter. Voilà, parce qu'il n'y a aucune protection. Là, il suffit que la main le dérape, on se retrouve là-dessus. Ou le doigt qui a tendance à venir se poser ici. Ça, c'est souvent le cas, ça. Je vous garantis que si c'est sous tension, vous allez en prendre une dans les crayons. Elle va être sympa. Mais ça, sur les tournevis, ça paraît un minimum logique. Mais quand on utilise, mettons des pinces par exemple, alors celle-là, peu importe, tiens, une pince toute bête pour tenir un fil. Le fil est sous tension, on veut tenir le fil avec une pince. Imaginez que là, ça arrive assez régulièrement, hein, la protection elle se casse. Vous l'avez dans la main, et la châtaigne, vous la prenez. Hein, c'est comme si vous attrapiez le fil. Donc voilà, donc il faut faire attention à ce que le matériel il soit bien. Hein. Alors sur les grosses pinces, ça ne le fait pas trop, mais sur les petites pinces, voilà, sur les petites pinces, parce qu'il y en a des protections, ça protège sur des très faibles tensions. Hein. Vous voyez, des trucs comme ça, c'est pas bon, quoi. On n'utilise plus ça sous tension. Ça paraît tellement logique, en fait, ce que je vous dis. Mais enfin, on arrive à se faire piéger quand même. Hein. Voilà, et puis, quand même, une chose qui est aussi importante, ça, c'est un appareil de mesure, c'est un multimètre, qui permet de mesurer plusieurs choses. Donc, les pointes de touche, il faut qu'elles soient quand même en assez bon état, mais le fil également. Alors, vous voyez là, le fil, ici, il a déjà pris des petites châtaignes. Alors, je sais pas, c'est des coups de... Apparemment, ça doit être des coups de fer à souder, parce que ça a l'air d'avoir fondu. Voilà, donc ça, en fait, c'est un... Il faut, quand on en arrive là, il faut tout de suite remplacer le cordon. Hein. Là, ça, pareil, ça a été fondu, je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà, donc en fait, celui-là, avec ces pointes de touche là,
Moi, personnellement, il est dans ma voiture et je m'en sers très rarement, uniquement quand je veux prendre une mesure sur le matériel qui est dans la voiture. Mais ça arrive tellement rarement, en fait. Mais par contre, celui-là, ne vous amusez pas à mettre des trucs comme ça dans du 220 volts, quoi. Vous voyez bien que le fil, il est mort. Il faut changer le fil, hein, tout simplement. Ça coûte pas très cher, hein, une paire de pointes de touche standard, vous allez la toucher à moins de 10 euros, hein, donc faut pas s'en priver, hein. Franchement, n'hésitez pas à changer, hein. Celui-là, ce Matrix, il est... Enfin, c'est pas un Matrix. Eh si, non, si, c'est un Matrix. Ah, bon. Matrix, c'est une marque, en fait. C'est un multimètre que je voulais dire. Et celui-là, donc, dans l'état qu'il est, je m'en sers pas sur du 220. Enfin, sur des tensions élevées, on va dire. Je m'en sers uniquement dans la voiture ou pour mesurer une pile, si vous voyez si elle est bonne ou pas. Voilà. Et il n'y a que moi qui m'en sers, celui-là. Donc voilà, faites-y toujours très attention à l'état des câbles sur les mesureurs de tension. C'est très important parce que quand vous commencez à avoir un doute, quelque chose qui ne va pas, vous les changez, c'est toujours mieux. Voilà, donc lorsque vous voulez mettre un circuit sous tension, par exemple une radio, eh bien, il faut vérifier les alentours, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui puisse vous gêner dans les manipulations, pas de fil qui traîne, qui n'est pas aussi ça, parce que je l'ai vu plusieurs fois, ça. Voilà, ça c'est de la soudure, ça parcourt le circuit, et puis on met sous tension, ça fait un court-circuit, paf, paf. Il y a un moment, il faut quand même... faut pas être trop brouillon, il faut être assez méthodique et faire extrêmement attention à ça. Donc voilà, faire gaffe aux alentours immédiats. Il faut vérifier que les tensions elles soient bonnes et cohérentes en fonction du montage. Elle n'est pas branchée du 220 volts à la place d'une pile de 9 volts, mais ça paraît tellement logique. Mais faites-le pas, ça marchera pas, enfin pas longtemps. Donc il faut travailler hors tension le plus possible. Ça aussi, ça paraît logique. Mais vous n'allez pas changer une lampe sur une TSF avec la TSF sous tension. Ça se fait pas. Donc c'est un minimum, mais c'est quand même assez important. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Après, certes, il y a plein de choses qu'on peut approfondir, c'est vrai. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus que la vidéo elle soit trop lourde, parce que sinon, après, c'est prise de tête au bout d'un moment. Voilà, donc faites extrêmement attention avec l'électricité. Il faut savoir que dans les postes de TSF, sans parler des cas pour les TSF, ah zut, comment on appelle ça là, qui n'ont pas de transformateur, les tout courants, voilà. Les tout courants, c'est encore spécial ça. Je ne parlerai pas de ce sujet-là, mais sur une TSF qui a un transformateur, donc là c'est le 220 volts qui arrive là. Il est censé traverser le transformateur à condition que ce fil soit soudé comme il faut. Alors je sais pas qui c'est qui m'a soudé ça, mais c'est dégueulasse. C'est même pas de la soudure, c'est une espèce de collage. Bon bref. Donc là on a le secteur avec du 220 volts, en principe. On a du 6,3 volts ici. Et on a la haute tension. Haute tension, ça veut dire que cette tension elle va être supérieure à celle-là. Donc attention, danger. Et en plus, il faut savoir que une fois qu'elle passe dans la redresseuse, la tension, elle est plus... Là, c'est de la tension alternative, hein, donc qui change plusieurs fois de sens en fonction
enfin en une seconde. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc vous pourrez vous y remettre dessus. Donc c'est une tension alternative. Quand elle passe par la redresseuse, elle redresse les alternances, justement, et là, on arrive sur une tension continue. Mais attention, une tension continue est encore plus élevée que la tension alternative, justement parce qu'on la redresse. Donc là, ça commence, déjà là, c'est extrêmement sérieux, là déjà, oui, il y a danger, là, ça commence à être relativement sérieuse. Après la redresseuse, faites gaffe, mais faites franchement gaffe. Voilà, donc ne prenez pas ça à la légère, c'est très dangereux. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Soyez prudents, bon bricolage et à bientôt.